Branche-toi avec nous. La radio des étudiantes et des étudiants de l'école secondaire Soulanges. Radio ESS 137. Ok, ben là, ça va être Qu'est-ce que t'as fait la fin de semaine? je crois que c'est Je suis à Donjon Dragon. Ben, que ça attend. Ben, on commence. On va commencer avec nos invités de la journée, donc Marina Cuerrier, Coralie Tivierge, Samuel Gosselin, Mélissa Fatima Boisvert. Donc, en fait, on va aussi laisser la parole à nos deux chroniqueurs, donc Benjamin et Chloé. Donc, bonsoir Chloé. Tu peux commencer. Bonsoir. Aujourd'hui, je viens vous présenter un livre qui m'a vraiment touchée. C'est La valise d'Anna, publié en 2002 en anglais, puis écrit par Karen Levin. Il a été traduit en 2003 en français, puis publié par les éditions Urtubise. Donc, La valise d'Anna, c'est une histoire vraie qui va vraiment se dérouler pendant les années de la guerre. D'un côté, on va raconter l'histoire de Anna, son enfance, puis elle est juive, donc ses parents ils ont été envoyés dans des camps, puis par la suite, c'est elle qui a été envoyée. On voit vraiment la réalité de qu'est-ce qu'ils ont vécu. Ils ont vu leur grand-mère mourir quasiment sous leurs yeux, sous des conditions horribles. Puis, d'un autre côté, certains chapitres racontent l'histoire de Fumiko. C'est la directrice du Centre de ressources pour l'étude de l'Holocauste. Donc, tout a commencé parce que le groupe des Petites Ailes, c'est un groupe de jeunes Japonais qui sont là pour sensibiliser les gens à l'histoire de l'Holocauste. Donc, ils voyaient souvent la valise, puis ils ont sollicité Fumiko pour qu'elle puisse faire des recherches. Elle a vraiment écrit à plusieurs musées, puis tout ça. Puis un jour, elle a trouvé la liste de noms où est-ce que Anna était là, et elle a découvert qu'elle avait un frère. Elle a écrit à son frère, puis c'est elle et son frère qui sont parvenus à recréer l'histoire d'Anna, puisqu'elle est morte dans une chambre à gaz. Donc voilà, c'est vraiment un récit touchant qui change notre perspective de voir les choses, parce qu'au lieu d'être un cours d'histoire qui va t'expliquer les conditions étaient horribles, c'était la Deuxième Guerre, Adolf Hitler, puis tout ça, ça va vraiment personnaliser, mettre l'emphase sur qu'est-ce qu'ils ont vécu plutôt que en général, c'est ça qui se passait. Ça va vraiment venir nous toucher, puis nous expliquer leurs sentiments, tout ce qui vivait dans le fond, admettons, elle s'ennuyait de sa mère, son père, son frère, il a dû vivre des années et des années sans savoir ce qu'Anna était devenue. Donc voilà, je vais laisser la parole à Benjamin pour la prochaine chronique. Ouais, hey, allô, aujourd'hui, je vous parle de la blague. Selon vous, c'est quoi une blague? C'est difficile à expliquer, ça. On va commencer à ma gauche. Moi, c'est Marina Cuerrier et j'en ai aucune espèce d'idée. T'as jamais fait de blague de ta vie? Ça a jamais bien fini avec. On va en reparler dans pas long. Toi? Moi, c'est Coralie Tivierge. Je pense que la blague, c'est une phrase pour faire rire les gens. Quelque chose de drôle, puis je t'ai entendu dire tantôt que c'était aussi un sac. Toi, Chloé? Moi, je pense pas. Je pense comme Coralie. Là, c'est une phrase qui peut faire rire les gens. Ouais, c'est sûr que ça a un but pour faire rire. Je pense comme... Oui, c'est pour faire rire, oui. Pour faire rire. Okay. Vous avez pas une partie de la réponse. Moi, avant que je fasse un peu de mes recherches, je pensais comme vous. Une blague, c'est oui pour faire rire les gens, mais il y a aussi un autre sens à ça. Il y a aussi une blague à tabac, ce qui signifie une petite enveloppe en cuir ou en caoutchouc destinée à transporter ou à conserver le tabac. Une autre question pour vous. La plus vieille blague a été retrouvée en France, comme on peut le savoir, à Symétrie, mais elle est vieille de combien d'années, pensez-vous? 1000 ans. 1000 ans? 1000 ans, je pense. Autre réponse? 6000 ans? Exactement, 6000 ans environ que la plus vieille blague a été retrouvée. Pour terminer ma chronique, je vous ai laissé deux petites blagues à vous raconter.
comment on appelle-t-on un alligator qui enquête? Investigator. Exactement! Et pour la deuxième, une horloge qui a 13 chiffres sur une horloge, comment appelle-t-on? J'en ai aucune idée, moi. Ben moi, je vous dirais de changer l'horloge. C'est comme ça qu'il termine ma chronique. Je laisse la place à l'animatrice. Donc, avec la Saint-Valentin qui s'en vient, ben, on va pouvoir poser quelques questions à notre comité étudiant. Puis justement, on a une représentante, Coralie Tivierge. Donc, tu peux nous parler un peu du comité étudiant, puis on va pouvoir te poser des questions par après, si tu as le temps. Merci. Moi, dans le fond, je suis représentante en animation en secondaire 1. Et en fait, cette année, notre comité est séparé en 3 sous-comités. Animation, logistique et communication. Logistique s'occupe d'organiser les activités comme la maison hantée pour l'Halloween. Communication s'assure que les informations pour les activités à venir vous sont données. Et animation sont en charge d'animer les activités et d'aider les personnes impliquées. Bientôt, nous commencerons à planifier les activités de la Saint-Valentin. Donc, si vous avez des idées, venez nous voir au comité étudiant. Pour ce qui est des activités thématiques, ça s'en vient, sous peu. Nous recherchons toujours des représentants et des conseillers. Alors, si vous êtes intéressés, venez nous voir au local de la vie étudiante. Merci et bonne soirée. Je pense qu'il y a aussi des possibilités de venir pour d'autres causes, comme par exemple, j'avais entendu dire qu'il y avait des questions qui ont été posées à la direction pour faire changer les horloges, changer l'heure, s'assurer que les horloges soient à la bonne heure dans toutes les classes, un peu partout dans l'école. Oui. Dans le fond, les surveillants de l'école ont regardé toutes les horloges pour voir ceux qui marchaient et ceux qui marchaient pas, puis ça va venir à venir qui marchent toutes. Là. Parfait. Donc, comment est-ce qu'on peut vous contacter, vous poser des questions? Dans le fond, vous pouvez toujours venir au local de la vie étudiante, nous parler si vous nous croisez dans les corridors, ou on a aussi un Instagram de l'école, donc nous écrire dessus. Et un Facebook. Je pense que ça fait le tour. Il faut absolument pas se gêner parce que pour le nombre de personnes qu'on a dans l'école, on est quand même un petit nombre. On peut pas penser à tout. Ouais. Puis on veut que votre année soit la meilleure. Je pense aussi qu'il y a les possibilités d'aller parler par team directement aux représentants ciblés. Donc, mercredi, le 18 janvier, il va se passer une activité de sensibilisation gérée par le comité interculturel. Justement, nous avons une invitée, Mélissa Fatima, qui est donc faisant partie du comité. Peux-tu nous en dire un peu plus sur c'est quoi qu'on fait au comité interculturel? Au comité interculturel, on organise des activités pour souligner la culture un peu partout dans le monde. On peut se concentrer sur les Autochtones, aller plus vers l'Afrique, l'Asie. Puis, c'est pas mal ça pour de grandes activités. Après ça... Ensuite, donc, il y a aussi l'activité de mercredi, le 18. Qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des kiosques, des personnes des cités des jeunes du comité interculturel qui vont venir présenter leur pays, parce que c'est des immigrants. Certains font partie du programme de francisation à la Cité des Jeunes. Ils vont faire des kiosques, ils pourront parler de leur pays, peut-être aussi présenter leur langue, et il y aura des dégustations. J'ai entendu dire aussi qu'il allait y avoir certaines personnes de l'école secondaire Soulanges qui se sont impliquées récemment aussi. Bon? Oui. Ah bon? Okay. Puis, est-ce que tu penses que ça va bien marcher pour l'activité qui va se passer de mercredi? Je l'espère qu'il y a des personnes qui vont s'intéresser aux cultures à travers le monde parce qu'on met quand même du travail derrière ça. C'est long organisé. Moi, je manque des cours. Ouais. Puis, dans les prochaines activités que vous prévoyez faire ou organiser, de sensibilisation ou non, quelle serait ça? On a déjà pensé à une dégustation
Non, un dîner des mondes. Enfin, de même. Puis, on voulait aussi se concentrer sur la culture autochtone parce que leur mois approche. Plus, on pourrait parler de l'histoire que le Québec a avec ça, comme des pensionnats. Parfait, merci. Donc, on pourrait enchaîner sur notre table ronde, donc la lecture, qui est une activité qui est appréciée par beaucoup, mais aussi détestée par d'autres. Donc, je voulais aussi vous poser la question de qu'est-ce que vous en pensez de la lecture, quel livre vous aimez, puis un peu quel genre de livre que vous aimez aussi, ce qui pourrait aider certaines personnes qui ne savent pas nécessairement quel livre choisir, mais suivre un peu les goûts de certaines personnes. Donc, on pourrait demander, toi, Chloé, quel type de livre tu préfères? OK, donc moi, les livres que j'aime vraiment beaucoup, c'est spécial parce que j'aime comment l'artiste, l'écrivain va écrire, la façon qu'il va formuler ses phrases, ça va beaucoup plus m'attirer quand il va avoir un langage plus riche. Ça va aussi m'attirer quand il va avoir une histoire avec un suspense qui va me pousser à comme poursuivre ma lecture pour savoir qu'est-ce qui va arriver à la fin. J'aime pas beaucoup qu'est-ce qui est psychologique, qu'est-ce qui prend beaucoup de temps, qu'est-ce qui est un petit peu lourd sur le moral, mais j'aime beaucoup voir la réalité des gens, voir leur témoignage, voir comment ils s'en sont sortis ou pas, comme La valise d'Anna, qui est un de mes coups de cœur. J'apprécie beaucoup tout ce qui est l'aventure, tout ce qui est quelque chose qu'on n'imaginerait pas réellement, qu'est-ce qui pourrait pas se passer en réalité, puis que dans les livres, on laisse vraiment place à notre imagination, ce qu'on n'a pas réellement le budget de faire quand on doit faire un film ou quelque chose. Ça laisse vraiment place à l'imagination. Puis ce que j'aime dans les livres aussi, c'est que tu peux vraiment t'imaginer que les caractéristiques du personnage, comment tu l'aimes. Donc, voilà. Tu disais que tu aimais beaucoup les livres on parlait de la vie des autres, beaucoup? Ouais. Je veux dire, j'aime ça beaucoup aussi, mais souvent, j'ai plus préféré dans les livres psychologiques, comme C'est pas moi, je le jure, où on va parler d'une enfance, puis un peu de qu'est-ce qui se passe avec ça, et côté un peu absurde avec ce livre-là. Donc, Marina, tu t'avais quelque chose... Ben moi, c'est pour continuer votre conversation. Moi aussi, je suis beaucoup plus psychologique, mais j'ajoute une autre chose. J'adore aussi tout ce qui est fantastique, qui sort de l'imagination des auteurs, parce qu'il peut y avoir tellement de variations d'une même histoire. Moi, je trouve ça impressionnant. Les faits réels, c'est vraiment dans une des catégories qui m'intéresse le moins. Puis fantastique, ça peut aussi être très proche de la science-fiction, avec une très grande variété. Le fantastique aussi, pour rajouter, ça pourrait aussi... ça aide beaucoup de personnes à s'échapper de la réalité, à se rentrer dans un nouveau monde, à essayer de comprendre la logique dans l'illogique. C'est vrai que c'est un thème qui est un style de livre qui est de plus en plus connu, qui est de plus en plus apprécié. Avant, on appréciait beaucoup plus les livres un peu psychologiques, des choses comme ça. Beaucoup aussi. Policiers. Mais maintenant, on voit qu'il y a aussi autre chose qui est avec le fantastique, qui peut parler de tous les sujets en même temps, sans être nécessairement dans notre monde. J'aimerais rajouter aussi que moi, je suis très impressionnée de voir que le nombre de livres qui existent, puis de voir que le nombre de temps que les auteurs ont passé pour créer cette histoire-là. C'est vrai qu'écrire un livre, c'est long, ça peut prendre des années. Ça prend beaucoup d'imagination à essayer de créer un personnage ou que quand on va lire le livre, on va avoir un peu l'impression qu'on le connaît par cœur, un peu comme un ami. Parce qu'on peut lire ses pensées, lire ce qu'il fait, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour comme la plupart du monde. On lit pas dans les pensées des autres, on lit pas... on pense dans nos propres pensées, puis c'est pas mal ça. Donc, suite à cela, je vous invite fortement à écouter notre émission de la semaine prochaine parce qu'on va avoir des représentants du club de lecture qui vont venir parler. On peut continuer sur l'interview du club de cuisine. Non, c'est la brigade culinaire, en tout cas. Oui, la brigade culinaire. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des dangers par rapport à la brigade culinaire?
Pas vraiment, parce que on a vraiment à chaque cours un chef qui nous explique les techniques, tout ça, pour pas qu'on se fasse mal. Mais ça peut arriver des fois que quelqu'un se coupe ou quelque chose comme ça, mais on a tous les premiers soins pour. Puis... Parfait. Donc, combien de temps ça prend pour se préparer avant de commencer à cuisiner environ à chaque parascolaire? 10-15 minutes, parce que il faut qu'elle... Ben, c'est pas obligatoire, parce que là, c'est juste parce qu'elle place tous les ingrédients sur la table, mais après, je les laisser dans les sacs, nous, on les prendrait. Ou admettons, ou l'explication au début, ben ça, c'est pas mal obligatoire. D'accord. En parlant de temps, combien de temps ça te prend à chaque semaine à peu près pour faire ce parascolaire-là? Ben ça change avec les recettes. Et les recettes qui demandent moins d'explications ou de temps à faire. Fait que ça nous prend moins de temps, mais ça reste un parascolaire, fait qu'on finit aux mêmes heures, puis ça nous prend le même temps. C'est vraiment... OK. Donc, y a-tu un plat que tu aimerais essayer pour faire plus tard ou pas? Oui, j'aimerais ça faire des burgers. Des burgers? Ouais. Parfait. Dans le fond, récemment, il y a eu un concours, tu t'en souviens? C'est quoi déjà? C'était pas une dégustation? C'était une dégustation des plats à travers le monde. Toi, ton équipe, elle a fait quoi? Mais moi, j'étais pas là à ce moment-là. J'ai rejoint un petit peu juste après ce moment-là. C'est ça qui m'a donné le goût de rejoindre la brigade. Donc, est-ce qu'il reste des places pour la brigade pour ceux qui seraient intéressés? Oui, il resterait environ peut-être 4 places. Dans mon équipe, il manque 2-3 personnes. Puis il y a une autre équipe qui manque une personne. Puis vu que c'est 2 journées, ce parascolaire-là, il y a des journées, il y en a que c'est le jeudi, puis il y en a que c'est le mercredi. Puis moi, le mercredi, c'est là qu'il manque 3 places. Puis je sais pas pour le jeudi. Dans le fond, il manque toujours de personnes, puis il faut vraiment pas hésiter, même si tu fais pas de cuisine, ils vont vraiment t'apprendre la base. Tu as un livre, ils vont te montrer comment couper les choses, comment les cuire, la sécurité. Il y a toujours un briefing avant de savoir est-ce que tu manges est bon, est-ce que toujours des techniques pour savoir ton alimentation, si elle est meilleure, avec les prix, c'est mieux de prendre des aliments qui n'est pas transformés au début. Puis c'est ça qui est le fun dans la brigade, c'est que ça va vraiment t'apprendre. Puis, c'est ça. Tu as l'air de parler par expérience? Oui, ben dans le fond, moi aussi, je fais partie de la brigade. Puis moi non plus, je suis allée là-dedans il y a pas longtemps, puis ça va vraiment comme t'apprendre tout qu'est-ce que tu as à faire. Puis c'est là aussi que tu te fais des amis dans le 15 minutes que tu t'installes, puis tout ça. Puis c'est vraiment un parascolaire qui est pas vraiment connu. On dirait que les gens, ils en parlent pas beaucoup. Puis il y a beaucoup de gens qui font comme ça existe pour vrai. Oui, on a 4 îlots, 4 fours, 4 tout en bas. C'est vraiment le fun. Puis tu peux vraiment aller chercher des conseils. Puis lors des concours, tu peux décider, sur certains concours, tu peux décider quel plat tu as envie de faire. Elle va acheter les ingrédients pour. Puis c'est vraiment le fun de diversifier ton alimentation. Donc, dans le fond, c'est beaucoup d'apprentissage. Mais est-ce que vous pensez que ça va... Les deux, est-ce que vous pensez que ça va vous aider plus tard dans la vie, comme en appartement, rendu à l'université, rendu au cégep? Oui, Non? parce que c'est des techniques qu'on va utiliser pour... admettons, quelqu'un qui n'a jamais fait de cuisine, lorsqu'il va apprendre ça, après ça, il va savoir faire la cuisine. Puis admettons, il est tout seul, puis il a besoin de se faire à manger, au moins, il va avoir ces techniques-là, puis ce départ-là. Dans le fond, c'est pas juste faire du craft dinner à tous les soirs, puis être capable de bien s'alimenter. C'était genre moi avant. C'est une bonne amélioration quand même, de se dire que avant je faisais ça, maintenant je suis rendue à être capable de faire différentes choses. Parfait. Pour notre dernière invitée, on va parler Marina, qui provient du comité D&D. Donc, je voulais savoir, c'est quoi le jeu en fait? C'est quoi le but du jeu? Parce que c'est un jeu de société. Pour commencer, c'est pas tant un comité, c'est vraiment un parascolaire en tant qu'une activité. C'est pas grave. Depuis tantôt, on parle de comité, je comprends l'erreur. En bref, Donjons et Dragons, c'est quand même difficile à expliquer, comme c'est un jeu de fantastique.
et de science-fiction selon avec qui tu joues. Mais on est une troupe qui suit l'histoire fabriquée par un maître de jeu et on construit l'histoire ensemble. On a aussi des variables qui peuvent être drôles qu'on a avec nos dés, comme des fois, il faut faire des habilités pour voir comment va tourner la partie. Donc, j'avais la question. Il y a un set de dés, mais c'est quoi le set de dés? Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quoi? Le set de dés en comporte en fait 7. Ce qui peut des fois faire un tourne-langue quand on y pense. Le dé qu'on utilise le plus, c'est le dé 20. C'est avec lui qu'on fait la majorité de nos habilités. C'est quoi un dé 20? Comme le nom le dit, c'est un dé avec 20 faces. Je vais les appeler un dé avec un chiffre. Ça représentera toujours combien il y a de faces sur le dé. Puis ça, je vais expliquer certaines utilités à certains d'entre eux parce qu'il y en a qui sont beaucoup moins utilisés que d'autres. Le dé 20, comme que je l'ai dit, est le plus utilisé. On a celui qui est souvent surnommé le dé Monopoly, c'est le dé 6. On a le dé 12, le dé 8, le dé 4. Il ressemble à une petite pyramide. Il faut faire attention de ne pas l'échapper au sol parce que ça fait mal sous le pied. Après, on a le dé 10 et le dé percentile. C'est ce qu'on utilise pour faire en sorte d'avoir un dé 100. Fait que quand tu les roules, tu en as un qui indique les dizaines et un qui indique les unités. Parfait. Donc, est-ce qu'on peut mourir dans ce jeu-là, étant donné que c'est un jeu? Absolument. C'est même très commun de mourir dans ce jeu. Il y a des jeux vidéo où est-ce que tu peux faire restart. Dans celui-ci, malheureusement, tu ne peux pas faire restart. Quand ton personnage meurt, tu es obligé d'en créer un autre. Tu ne peux pas... Par exemple, The Legend of Zelda, il y en a beaucoup qui connaissent. Le personnage principal, Link, tu peux cliquer Reset et continuer de jouer avec Link. Dans Donjons et Dragons, si Link meurt, tu dois devenir Zelda. J'avais entendu dire aussi que c'était quand on mourait, il fallait rouler un dé 20 et si tu tombais sur le 1, qui est un critical fail, exactement, pour utiliser les mots techniques, tu mourrais définitivement. Puis c'est pas à chaque fois que tu mourrais non plus. Malheureusement, ça, c'est une mauvaise conception. Tu as le système, oui. Comme le jeu est en anglais, on utilise beaucoup d'anglicisme. Tu as le critical success, qui veut dire quand tu as la face du 20 sur ton D20. Et la face du 1, c'est un critical fail. Quand ça concerne la mort d'un personnage, le 1 fait en sorte que tu as 2 sur 3 de tes chances pour essayer de revivre qui sont annulées. Il y a plusieurs petits systèmes selon chaque aspect. Je pourrais aller beaucoup plus en profondeur, mais en même temps, un des résumés les plus rapides que j'ai vus était de 20 minutes. Je veux pas prendre le temps à tout le monde. C'est vrai que c'est un jeu très compliqué qui prend beaucoup de facettes, mais comment on crée un personnage? Étant donné que c'est toi la maître du jeu dans notre école. Je suis une des maîtres de jeu parce que dans notre école, on a 4 équipes de Donjons et Dragons. Je suis maître de jeu de ma propre partie. On a 2 professeurs en tant que maître de jeu et un autre élève. Malheureusement, j'ai oublié le nom, mais je suis pas bonne avec les noms en général. Pour fabriquer un personnage, tu dois choisir une classe, qui veut dire comment tu veux jouer. Tu dois choisir une espèce, c'est quoi que tu joues. Et aussi te choisir tes statistiques, ce qui va influencer. Exemple, je veux avoir un 12 dans mon charisme. Ça veut dire que je suis pas bon pour parler avec les autres. Tandis que si j'ai un 17 en force, ça arrive beaucoup que je règle mes problèmes en frappant. Parfait. Donc, j'ai aussi une question. Si une personne du groupe qui arrête de jouer, est-ce que la partie entière doit se terminer à ce moment-là? Ça dépend vraiment de ton maître de jeu dans ce cas-là. Parce que il y a des maîtres de jeu qui font en sorte que c'est que ça, des personnes qui viennent et qui repartent. Tandis qu'il y en a des maîtres de jeu que c'est avec leur gang d'amis qui continuent pendant plusieurs années leur campagne. Donc,
Il y en a qui vont s'adapter pour, exemple, le joueur qui part n'a jamais existé, ou ils vont inventer une histoire de pourquoi il est mort. Mais il y en a aussi des campagnes qui abandonnent au complet, parce que soit ça donne plus assez de joueurs, soit ça fait plus de sens dans l'histoire, ou simplement qu'il y a eu des problèmes dans la vraie vie aussi. Il y a des choses qui sont hors de notre contrôle là-dessus. Mais pour jouer, ça prend environ combien de personnes? Moi, je dirais qu'un bon nombre, c'est 1 mètre de jeu. Ça, t'es obligatoire d'en avoir un. Sinon, ça marche pas. T'es pas en train de faire un Donjon et Dragon. Ni la majorité de l'acronyme TTRPG, Tabletop Roleplay Game. Les jeux de roleplay sur table. Désolée, je m'écarte un peu. Je dirais que un bon nombre de joueurs serait 3. Plus que 5, ça devient chaotique et assez complexe à gérer. Mais en dessous de 3, il n'y a pas vraiment assez de personnes pour faire une histoire. Parfait. Donc, pour notre dernière question, je veux dire, combien de temps c'est une partie entière environ? Ça dépend, encore une fois. Malheureusement, ça dépend vraiment de avec qui, du quoi, pourquoi, pour Donjons et Dragons. La majorité des personnes font des sessions de 2h30, espacées à peu près 1 fois par semaine. Et quand c'est une campagne complète, ça peut durer jusqu'à 3 ans. C'est long. 1 fois par semaine avec 2h30 par semaine. C'est quand même long. Donc, il y a aussi les façons des campagnes préfaites aussi. Oui, il y en a des préfaites qui sont achetables, mais en même temps, tu n'as pas toutes en achetant la préfaite. Moi, personnellement, je fais ce qu'on appelle homebrew. Je le fais comme que j'ai envie. Je fabrique mon histoire, j'ai fabriqué mon pays et les joueurs font des aventures à l'intérieur. Merci. Donc, c'est sur ce que... Juste une question. Est-ce que c'est comme dans Stranger Things? Oui. Donjons et Dragons a récemment gagné beaucoup en popularité, justement à cause de Stranger Things. Un fait étonnant aussi, en parlant de Stranger Things, le tout premier épisode où est-ce que les 4 gars sont dans le sous-sol en train de jouer, c'est à Donjons et Dragons qu'ils jouaient déjà. Le démon Gorgon est une créature dans Donjons et Dragons, mais pas celle qu'on voit dans Stranger Things. C'est sur ça que se termine l'émission de cette semaine. C'était Raphaël Landry, Chloé Desrochers, Benjamin Masse. Nous vous remercions d'être venus. Donc, nous remercions les invités qui sont Samuel Gosselin, Coralie Tivierge, Marina Cuerrier, Mélissa Fatina Boisvert. Puis, nous vous invitons à écouter notre émission sur le Facebook Radio ESS 137 et le YouTube de l'école et le YouTube de la radio ESS 137. Donc, j'ai un dernier message. Merci beaucoup de nous avoir invités. C'était très éducatif comme expérience. Ouais. Merci. C'est bon. Merci beaucoup. Radio ESS 137, la radio des étudiantes et des étudiants de l'école secondaire Soulanges.